Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 9 mai 2022, les imprimeurs quasiment aux abois, les prémices d'une pénurie de papier s'amplifient, la Covid-19 et la guerre en Ukraine au banc des accusés, les législatives à venir pourraient en être victimes. Inondation 2005, les sinistrés toujours dans la rue, 386 familles n'ont pas pu prendre possession des maisons du plan Diarraï, des non-ayants droit occuperaient les lieux. Mbour, la raréfaction du poisson prend des proportions inquiétantes. Les pêcheurs s'exposent au froid et au vent, à leurs risques et périls, faute de moyens d'acquérir l'équipement adéquat. Nous ferons le tour d'Europe des lions du football qui ont connu des fortunes diverses. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Bienvenue à tous. Le secteur de l'imprimerie, une pénurie de papier suscite l'inquiétude. Déjà, certains imprimeurs déplorent du retard dans les commandes. La crainte est d'autant plus sérieuse que l'on s'achemine vers des élections législatives, des élections qui vont, bien entendu, avec l'impression de millions de bulletins. Barasso et Babacar Fall, reportage. L'imprimerie est fortement menacée à cause d'une pénurie de papier qui s'annonce dans le monde. À l'origine de cette pénurie de papier, le contexte mondial lié à la pandémie de Covid-19, mais aussi la guerre en Ukraine. Le papier, on n'en trouve plus. On en trouve difficilement. Avant, ce sont les producteurs qui vous forçaient à acheter leur papier. Maintenant, vous courez derrière les producteurs justement pour avoir un délai de fabrication. Et souvent, ça va maintenant, le délai de fabrication va maintenant de 2 à 6 mois de fabrication. Donc, et le coût, on est passé de 840 € la tonne. On est à 1450 € aujourd'hui la tonne. C'est pour donner un exemple, c'est une augmentation de près de 50 à 60%. Ce manque de papier, ce ne sont pas seulement les journaux qui vont en pâtir. Avec les élections législatives qui arrivent, on risque d'assister à une pénurie de bulletins si les principaux fournisseurs de l'État n'ont pas pris les devants. Les imprimeurs qui sont prévus pour pouvoir imprimer, certains se connaissent. Donc je pense qu'ils ont pris leur disposition. Moi par exemple, je suis dans ce carré d'as depuis plus de 20 ans. Donc j'ai pris mes dispositions, surtout connaissant un peu la crise du papier. Bon, j'ai un certain nombre de tonnes importantes qui sont sur le bateau, qui sont en cours de route, qui vont certainement arriver d'ici 15 jours. Donc j'ai largement le temps justement de me préparer pour ça. Les acteurs de l'industrie de l'impression tirent encore la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, la crise en Ukraine combinée à la pandémie de Covid-19 vont provoquer le chaos chez les imprimeurs et les principaux clients que sont les médias tabloïdes. Inondation 2005, une lueur d'espoir pour les 386 familles sinistrées. Des sommations ont été en effet servies aux occupants des maisons qui leur ont été attribuées au plan Diarraï, des maisons occupées depuis lors par des non-ayants droit. Depuis lors, donc, ces sinistrés de 2005 sont sans domicile fixe à cause de ces imposteurs, selon leurs propres termes. Elhadj Konaté est l'un des attributaires, il est le porte-parole du collectif. Depuis plus de 16 ans, on se bat pour rentrer dans nos droits. C'est l'État du Sénégal qui avait démoli nos demeures et nous avait promis de construire des maisons pour nous dans le plan Diarraï, dans le projet du plan Diarraï. Et depuis lors, on se bat derrière nos maisons. Et récemment, on a eu une solution à nos problèmes. Les autorités administratives de l'État nous ont conviés à une réunion dans laquelle ils nous ont promis que les travaux vont démarrer début juin. Entre-temps, il y a certaines personnes qui ont ouvert ces maisons qui devaient nous revenir pour y habiter. Et on leur a donné le délai du 15 mai pour qu'ils sortent de ces maisons-là. Et là, on nous a appelé pour mettre l'État devant ses engagements et les obliger à respecter le délai qu'ils nous avaient promis. Parce qu'on est fatigué depuis plus de 16 ans. Certains d'entre nous sont dans la location, d'autres sont rentrés dans leur village, d'autres ont perdu la vue, d'autres sont devenus handicapés à cause des douleurs qu'ils ressentent à cause de la situation. 100 000 francs par mois pendant 17 ans, c'est combien? C'est 20 400 000 francs. Mais c'est un manque à gagner pour tous ces pères de famille qui sont là aujourd'hui. Si chacun d'entre nous pouvait
mettre de côté ces 20 millions 400 000 francs, on aurait pu avoir une autre maison. On n'aurait pas besoin que l'État nous donne nos maisons. Donc il y a un manque à gagner qu'on a subi. Et dans un État digne de ce nom, toute personne qui subit ce genre de préjudice doit être indemnisée. Dans le même registre, les populations de Diamaguène Sicap Mbao dans l'anticipation, à quelques encablures de l'hivernage, elles appellent l'État à prendre les devants. Une randonnée pédestre à l'initiative du quartier a été justement l'occasion de sensibiliser également les autorités locales. Pierre Mendy Diallo est le porte-parole du quartier. Le principal problème à Diamaguène Sicap Mbao, c'est l'inondation. Depuis 2005, on est confronté à ce problème. Raison pour laquelle Pape Gueye, réunis avec son staff, ont décidé d'organiser ce randonnée pédestre pour sensibiliser le mieux possible la population, parler avec eux et exposer les solutions qu'on a prévues pour les prochaines inondations. Comme ça, on serait prêt à tout faire pour que l'inondation ne soit pas un problème cet hivernage. Bien sûr, on a vu beaucoup de familles se déplacer parce qu'ils n'ont plus où vivre. Donc, raison pour laquelle on se doit de se réunir et de faire tout notre possible pour éviter cela cette fois-ci. Pas plus tard que le matin, durant l'entrée, une dame nous a interceptés pour nous parler des problèmes d'électrification. Il n'y a plus de lampes qui s'allument à Diamaguène Sicap Mbao. Ça aussi, c'est un autre problème. On est confronté à plusieurs problèmes. On s'est concentré juste sur l'inondation parce que c'est le problème majeur. On peut dire qu'on est enclavé avec le terre, l'autoroute à péage, parce qu'on ne peut plus sortir. Cap sur Mbour où les pêcheurs sont dans une mauvaise passe. Ils affrontent le froid et le vent au péril de leur santé. Les équipements vestimentaires appropriés ne sont pas au rendez-vous. La raréfaction du poisson explique cette absence de moyens, nous disent-ils. Muntaga Khan pour plus de précision. Les habits des pêcheurs, communément dénommés bâches, sont indispensables à ceux-là qui bravent le vent et le froid à la quête de poissons. Il arrive souvent qu'ils ventent en mer ou qu'il fasse très froid. Avec les aléas climatiques, il vaut mieux porter des habits de mer pour éviter d'être pris de coups. Sans ces habits, on ne peut pas travailler comme il se doit, surtout quand on est mouillé. ci quai de pêche Mbour bi fekk nañ benn tailleur buy ñaw ay yërey mool. moom nangu na ne yëre yi muy ñaw ay yëre njogaan la mu ngi tudd Serigne Fallou Sène. Actuellement, il n'y a plus d'habits de qualité. On est obligé d'utiliser les toiles de tapissier pour coudre les habits de pêcheurs. Et ils sont de mauvaise qualité. Il suffit de les porter 2 à 3 jours pour qu'ils se gâtent, alors qu'on les vend à 10 000 francs. Ce n'est pas intéressant pour les pêcheurs. Comparé aux habits de qualité, ceux qu'ils conçoivent sont largement moins abordables. Malgré tout, ils peinent à les écouler. La rareté du poisson est passée par là, soutient-il. On peut passer toute la journée sans voir de clients. Il n'y a pas de poissons en Mbour. Ils ont vendu la mer depuis belle lurette. Les bateaux ont tellement investi les lieux qu'ils gênent même les pirogues de la localité. En attendant le retour du poisson dont la rareté a vidé le quai de pêche du monde grouillant qui l'animait, les vêtements de pêcheurs, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité, sont gardés au sec. Pendant ce temps, les pêcheurs de Mangagoulak en Basse-Casamance enregistrent le retour de plusieurs espèces. Leur association dénommée Kawawana s'est engagée aux côtés de cette commune dans la région de Ziguinchor, ce pour une meilleure gestion des ressources halieutiques. Kawawana a d'ailleurs établi un calendrier dans ce sens. Hassan Ba. Créée en 2008 après un constat sur la régression des ressources halieutiques, l'association Kawawana, qui regroupe des pêcheurs et d'autres membres de la communauté, a mis en place un système pour restaurer l'écosystème mangrove, un système qui a permis le retour de plusieurs espèces. Bon, en fait, quand nous avons fait les études, nous avons pu définir 15 espèces indicateurs qui nous avaient été quittés et depuis 2009, mais en 2012-2013, nous avons constaté que nous sommes retrouvés avec 25 espèces. Ce qui fait que pratiquement il y a la diversité, il y a quand même une importance quand même au retour d'espèces. Et même il y a même des espèces qu'on trouve précisément dans les roches et qu'on a pu trouver ici. Et ceci quand même nous a fallu une interrogatoire au niveau du biologiste marin. Après le retour de ces espèces, l'association a mis en place un calendrier pour réguler l'exploitation des ressources. On débute la récolte des huîtres au mois de mars.
et on fait la fermeture fin mai. Donc pour les poissons aussi, il y a au moins des règles qui se tiennent au niveau de notre APAC. Prenons le côté des ballons des villages. C'est des ballons qui sont réservés à la pêche des villageois. Vous pouvez pêcher au moins, après vous vendez dans les villages. La mairie de Mangangoula compte accompagner l'association pour une meilleure gestion. Le maire Sekouna Diatta, enseignant-chercheur à l'UCAD, va associer l'exploitation à une recherche. À une recherche-développement. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des universités qui viennent pour faire des recherches ici. Et effectivement, la surveillance doit être accompagnée par une recherche. Au moment où je vous parle, nous avons accueilli un étudiant britannique qui est venu pour faire son doctorat sur Kawawana. Il y a quelques mois, en février dernier, au moment où je venais de prendre service, il y a l'université Hassan Sek de Ziguinchor, département de géographie, qui a amené ici ses étudiants de master. Donc c'est devenu un site pédagogique. La mairie a aussi annoncé l'érection d'une tour de contrôle de 6 mètres qui va être équipée de jumelles pour l'identification d'éventuels malfaiteurs. Justice et État de droit, la Cour suprême initie une formation des magistrats pour une justice plus transparente. Lors de la deuxième session, le garde des Sceaux a insisté sur l'importance de la justice dans l'État de droit. Écoutez-le. Cette problématique concerne tout le monde, parce que il n'y a pas d'état de droit sans justice. Et nous avons la chance au Sénégal, bien entendu, nous avons l'état de droit et la justice. Parce que pour qu'il y ait un état de droit, il faut qu'il y ait une justice compétente, une justice composée de juges compétents, de juges indépendants, mais de juges qui se trouvent effectivement dans un environnement démocratique. Ce qui, machallah, est le cas chez nous. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Et vous avez remarqué que pour cette session, nous avons le plaisir d'avoir des magistrats de haut rang qui viennent des pays de la zone, notamment des magistrats de la Cour suprême du Bénin. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est donc pour vous dire que la justice et l'état de droit, c'est une conception, c'est une exigence mondiale. Ce n'est pas seulement une exigence africaine. Parce que vous savez, le monde bouge. Et ce sont des valeurs qu'il faut en permanence continuer à défendre. Rien n'est totalement acquis. Il faut savoir les défendre et je pense qu'il est important qu'au Sénégal, nous continuions à nous mobiliser pour les défendre. Nous avons la chance, nous avons les défendre. Nous rendons à la place Soweto pour parler de la 13e législature qui ne serait pas à la hauteur des attentes des populations. C'est du moins l'évaluation de la députée Marième Soda Ndiaye, l'invitée de Tok Tok Sénégal de ce lundi, milite pour une cohabitation. Ce qui permettrait à ses yeux un meilleur contrôle de l'action gouvernementale au Sénégal. C'est une synthèse de Migui Maram Ndiaye. Après la nomination de Maître Aïssata Tall Sall, Marième Soda Ndiaye a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Après 2 années passées à l'hémicycle, la députée peint un tableau peu reluisant de notre Parlement. Si il y a des députés qui n'ont pas été à la hauteur, ou bien si l'Assemblée n'a pas été à la hauteur, il faudrait tirer toutes les responsabilités. Et parmi ces responsabilités, il faudrait questionner le choix des populations. Pour qui votent les populations? Est-ce qu'on vote pour avoir une Assemblée nationale de qualité? Est-ce qu'on vote pour avoir des députés de qualité qui ont la posture, qui ont la compétence, qui peuvent demain représenter dignement les populations? Ou bien est-ce que c'est le peuple qui n'a pas bien choisi ses représentants? Entre l'Assemblée nationale et les populations, le contrat de confiance est rompu, constate avec désolation la parlementaire. Pour elle, c'est le moment de réconcilier cette institution avec le peuple. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer à l'Assemblée nationale. Pour moi, aujourd'hui, l'Assemblée nationale doit être plus transparente dans sa gestion. Beaucoup de citoyens ignorent même l'importance de cette institution. En termes de communication aussi, beaucoup de citoyens ignorent le travail important que font certains députés.
Aujourd'hui, il y a lieu d'avoir une chaîne parlementaire. Une cohabitation, oui, mais pour la parlementaire, les acteurs doivent mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Si aujourd'hui l'opposition gagne et devient majoritaire à l'Assemblée nationale, la mouvance présidentielle devrait aussi jouer son rôle en nommant un Premier ministre qui sortirait de l'opposition et qui ferait que demain, il y aurait des concessions que nous ferons et qu'il y aurait un consensus dans la gouvernance des ressources publiques, dans la gestion de l'État de manière globale. Par contre, si aussi l'opposition pense que s'il y a cohabitation, demain, on va tout fragiliser, ou bien cohabitation rime avec fragilisation des institutions, je pense qu'en ce moment-là, c'est le peuple qui sera perdant. Et les intérêts des populations, les intérêts de la République doivent primer sur nos égos personnels. Mariam Soda Ndiaye, qui a pour ambition de retourner à l'Assemblée nationale, est investie sur la liste nationale de la coalition Art Sénégal. Par ailleurs, la députée s'est prononcée sur l'actualité autour du secteur de la santé, sur l'affaire Assosorna et le nourrisson déclaré moratoire à Kaolack. Elle indexe l'État du Sénégal, l'État qu'elle appelle à des réformes. Écoutez. Nous, depuis le début, on a alerté le personnel soignant, on a alerté le collectif patient en danger qui pensait que oui, ils étaient en danger dans nos hôpitaux. C'est vrai que nos hôpitaux sont devenus de véritables mouroirs et c'est regrettable parce que compte tenu des investissements alloués, compte tenu des crédits qu'on a votés de 2017 à nos jours, quelques 811 milliards votés en termes de budget pour la santé, sans oublier l'apport des partenaires techniques et financiers, c'est regrettable. Et aujourd'hui, il est important d'aller vers ces réformes-là en termes de gouvernance, en termes de financement, en termes de formation du personnel soignant pour que les populations en tirent bénéfice. Et il ne faudrait pas se tromper de combat. Aujourd'hui, s'il y a un responsable à désigner de manière très claire et sans embâche, c'est l'État du Sénégal. Parce que c'est l'État du Sénégal qui est en train de jouer avec notre santé. Et ça, c'est regrettable. Et nous ne pouvons plus tolérer ces agissements-là. Il y a un an, on parlait de gynécologues qui manquaient à Kolda, les bébés de Linguère, l'affaire Astou Sokhna, aujourd'hui l'enfant qu'on a amené à la morgue alors qu'il était en vie. Je pense qu'on a besoin d'humaniser la santé, on a besoin d'aller vers des réformes structurelles qui feront que les populations ne se sentiront plus en danger dans les structures de santé, mais ils se sentiront en sécurité dans les hôpitaux. Une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Le Maroc, au moins 44 migrants noyés à la suite du naufrage de leur bateau. Le drame a eu lieu dimanche au large du Sahara occidental. L'ONG espagnole Caminando Fronteras, qui donne la nouvelle, précise que 7 corps ont été transférés à la morgue. Les autres victimes sont restées en mer. Et puis les 12 migrants qui ont survécu ont été arrêtés. Le bateau se dirigeait vers l'archipel espagnol des Canaries. En France, François Fillon, condamné en appel à 4 ans de prison dont 1 ferme. C'est dans l'affaire des emplois fictifs. La Cour d'appel de Paris a également condamné l'ex-premier ministre à s'acquitter d'une amende de 375 000 €, soit 245 983 875 francs CFA. Son épouse Pénélope Fillon prend 2 ans avec sursis et une amende de la même somme. Le dossier, je le rappelle, avait plombé la campagne pour l'Élysée du candidat de la droite. C'était en 2017. Le Tour d'Europe des Lions du Sénégal, les champions d'Afrique. Fortune diverse pour les Sénégalais de France et d'Angleterre. Cher Diop. France pour débuter, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng porte l'Olympique de Marseille. Avec un but et une passe décisive, il a permis aux Phocéens de s'imposer 3-0 face à Lorient et de rester sur le podium. Malheureusement, l'attaquant sénégalais est sorti sur blessure, mais Papa Alassane a disputé ce match en tant que titulaire.
Un autre Sénégalais sorti sur blessure, c'est Pape Matar. C'était lors de l'importante victoire messine dans le maintien face à Lyon 3-2 avec une passe décisive de Pape Ndiaga. En Ligue 2, Aliou Badji marque son 13e but de la saison, mais c'est Paris FC qui s'est finalement imposé dans ce match 2-1 grâce à une passe décisive de Moustapha Nam. En Angleterre, Ismaïla Sarr et Watford sont officiellement relégués en Championship. Tout s'est réglé ce week-end après une défaite 1-0 face à Crystal Palace de Cheikh Kouyaté. D'ailleurs, l'ailier sénégalais est courtisé par Newcastle. Championship justement, Iliman Ndiaye marque son 6e but de la saison accompagné d'une passe décisive suffisante pour envoyer Sheffield United au play-off. Sadio Mané et Liverpool gardent toujours espoir de gagner le titre de champion malgré un match nul 1 but partout face à Tottenham. Au moment où Edouard Mendy et Chelsea connaissent une fin de saison un peu plus compliquée, ils ont concédé un nul 2 buts partout face à Wolverhampton après avoir mené par 2-0. En Allemagne, pour terminer, Schalke et Salif Sané reviennent en Bundesliga un an seulement après l'avoir quitté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une soirée ITV aujourd'hui sportive avec le comeback de Arène sénégalaise à 21h15 après la pause Ramadan. Ce sera avec Gandiagne bien entendu. Bonne soirée. Je vous retrouve demain à 19h45. Excellente soirée sur ITV.